l'émission Philosophie de Blandine Kriégel est consacrée aujourd'hui à Agatha Christie, démocratie et roman policier, avec le docteur Marielle David, pédopsychiatre et psychanalyste, le doyen François Guéry, philosophe, l'historien Alexandre Adler, géopolitologue, et le journaliste Alexis Lacroix, directeur de Actualité Juive. Blandine Kriégel, bonjour. Philippe Sinclair et à la régie et à Louis à la vidéo. Alors en effet, chers amis, bonjour. Nous revenons à l'art, mais cette fois à l'art contemporain et par conséquent à l'art populaire. Et nous prenons le taureau par les cornes. Nous allons commencer, avant de grands écrivains ou de grands cinéastes, nous allons commencer par, au fond, deux auteurs de romans policiers. Agatha Christie et Arthur Conan Doyle, et aujourd'hui c'est Agatha Christie. Pour poser des questions très simples, pourquoi le roman policier était devenu le grand genre de la littérature contemporaine, passé de la série B à la CIA? Pourquoi Agatha Christie est-elle devenue l'écrivain anglais le plus lu après Shakespeare? Et pour, au fond, examiner ces questions, nous commençons par un texte de l'ouvrage qu'il a rendu célèbre en 1926, Le meurtre de Roger Ackroyd. Le meurtrier devient sujet. Récit du docteur Shepard. Première ligne du récit. Mrs. Ferrars mourut dans la nuit du 16 au 17 septembre, un jeudi. On m'envoya chercher le vendredi 17 vers 8 heures du matin. Mais il n'y avait rien à faire et la mort remontait à plusieurs heures. Mon instinct m'avertissait que j'allais éprouver des émotions. Dernière ligne du récit. 5 heures du matin. Je suis très fatigué, mais ma tâche est terminée. Ma main ne peut plus écrire. Étrange fin du récit que je voulais publier quelques jours pour décrire un échec de Poirot. Pauvre Ackroyd. Sa nervosité ce soir-là était fort intéressante à étudier au point de vue psychologique. J'avais apporté une arme, mais lorsque j'aperçus celle-là dans la vitrine, je songeais qu'il valait mieux l'employer, car elle ne pourrait m'accuser. Je suppose que j'ai eu l'intention de tuer Ackroyd depuis le moment où j'ai appris la mort de Mrs. Ferrars, car j'étais convaincu qu'elle avait dû se confier à lui avant de mourir. Ackroyd m'avait donné le dictaphone pour le réparer 2 jours auparavant. Je l'avais prié de me le laisser examiner et l'emportai dans mon sac. Je fis le peu qu'il y avait à faire. Simplement remettre le dictaphone dans mon sac et repousser la bergère à sa place contre le mur. Je n'aurais jamais cru que Parker l'avait remarqué. J'avais négligé sa mentalité de domestique bien stylé. Je regrette de n'avoir pas su que Flora déclarerait avoir vu son oncle vivant à 10h moins un quart. D'ailleurs, dans toute l'affaire, bien des détails m'ont rendu perplexe. Il semblait que chacun y eût pris sa part. Lorsque j'aurais fini d'écrire, je mettrais le manuscrit dans une enveloppe que j'adresserais à Poirot. Ensuite, que choisirais-je? Du Véronal? Décidément, je choisirais le Véronal. Mais comme je voudrais qu'Hercule Poirot n'eût pas pris sa retraite et ne fût pas venu ici cultiver des citrouilles. Agatha Christie, Le meurtre de Roger Ackroyd en 1926. Merci, cher Alexis. Alors, évidemment, n'est-ce pas, au fond, nous avons donné comme titre « Le sujet devient meurtrier » parce que ce livre a fait sensation. Quelques mots très brefs sur Agatha Christie. 1890-1976, elle est née avant 14, elle a eu 24 ans pendant au moment de la Première Guerre. Et elle a commencé par La mystérieuse affaire de Steele, son premier roman, en 1920. Et en fait, elle est devenue célèbre. Simone de Beauvoir, d'ailleurs, a dit à quel point son livre avait fait sensation dans ses mémoires avec ce livre, Le meurtre de Roger Ackroyd. Alors pourquoi, n'est-ce pas, ce retentissement? Est-ce qu'il s'agissait seulement du roman policier, devenu au fond déjà classique après Arthur Conan Doyle, et au fond est bien au-dessus, si vous voulez, de ce qui avait été longtemps dédaigné, ou et peut-être il y a une réponse très simple, c'est que au fond le succès du roman policier dans les démocraties tempérées, eh bien, est dû au fait que la paix la paix y est présente et que la guerre, la violence y est externalisée et par conséquent, au fond, se présente comme un scandale qu'il faut immédiatement réduire et donc il faut identifier les meurtriers. Mais
qu'est-ce qu'on trouve de plus dans le roman d'Agatha Christie? Quelle est sa marque personnelle? Je dirais 3 choses qu'on doit signaler d'emblée. Premièrement, si vous voulez, au fond, comme le souligne le narrateur ici, le docteur Shepard, un intérêt psychologique. Et là où Conan Doyle avait rendu son héros Sherlock Holmes absolument célèbre parce qu'il cherchait, en scientifique qu'il était, aidé d'un autre scientifique, le docteur Watson, les traces matérielles, eh bien, Agatha Christie, ces traces matérielles qui préfigurent, il faut bien le dire, la police scientifique aujourd'hui, n'est-ce pas? Et Agatha Christie a pris un tout autre chemin. Au fond, c'est, comme il est dit dans le texte, l'intérêt psychologique. Elle étudie la psychologie de ces meurtriers. Et d'ailleurs, il faut bien dire que, au fond, cette orientation anticipe la présence des profileurs, la présence des psychologues aujourd'hui dans la police criminelle. Mais, deuxième point, eh bien, en fait, elle a aussi des enquêteurs d'un type particulier. Ce ne sont pas du tout des scientifiques, comme Sherlock Holmes ou Watson, mais avec Hercule Poirot, Miss Marple, ou alors Tommy et Tapas Beresford, dans ses romans semi-d'espionnage, ce sont, on peut dire, des moralistes, n'est-ce pas? Et d'abord, première chose, pour Hercule Poirot et Miss Marple, ils sont très âgés. On peut dire que ce sont des victoriens qui vont juger le monde édouardien. Et alors, troisièmement, au fond, l'objet de sa recherche, l'objet de ce qu'elle écrit dans ses livres, qui n'est pas seulement le divertissement, comme on le dit quelquefois, mais un sujet qu'elle partage entièrement avec la grande littérature du XXe siècle, avec Thomas Mann, avec Robert Musil, avec un grand cinéaste comme Visconti. Eh bien, qu'est-ce qui arrive à l'Europe? Pourquoi cette montée du meurtre? Qu'est-ce qui se passe? Alors, pour répondre à ces questions, eh bien, je vais m'appuyer sur les questions qu'Agatha Christie, on le sait par la publication de ses carnets, pose elle-même dans tous ses romans. Alors, ces questions sont les suivantes: who, why, when, where, et quelquefois même which, qui, quoi, quand, où et quel. Et dans tous les cas, il s'agit évidemment de réfléchir à ce qu'est le meurtrier et à ce qu'est le meurtre. Alors, ici, évidemment, il y a quelque chose de plus troublant, j'en finis avec cet extrait, ce texte, c'est que ici, eh bien, la question, au fond, les questions annexes s'effacent pour répondre à la question qui, c'est-à-dire l'identité du meurtrier, et aux surprises, n'est-ce pas, le meurtrier est à la fois l'auteur du meurtre et le narrateur du récit, c'est-à-dire que c'est le sujet, n'est-ce pas, qui a accompli le meurtre. Et alors, je reviens au fond à mon interrogation de départ, qu'est-ce qui allait propulser le succès des romans d'Agatha Christie si loin? Et je vais me tourner pour commencer, cher Alexandre, si vous le voulez bien, pour répondre à ces questions, vers vous. Et je vous pose moi 2 questions d'Agatha Christie. Ce n'est pas celle de l'identité du meurtrier, c'est plutôt la question où, la question quand. C'est-à-dire, d'abord quand, qu'est-ce que c'était que ce monde d'avant et d'après 1914? Et la question où, comment se fait-il que au fond, que Agatha Christie, qui n'était pas une intellectuelle, qui n'était pas une philosophe, qui était au fond un membre des classes supérieures anglaises, de la classe moyenne supérieure, eh bien, s'est installée uniquement dans la famille, dans les élites, dans la famille, pour élucider le problème, si vous voulez, du meurtre. Et donc, est-ce que vous pouvez nous parler de ce monde anglais d'Agatha Christie, Alexandre? Il y a une chose qui est absolument fondamentale dans Agatha Christie, c'est que malgré tous les préjugés qui pouvaient être les siens, et au départ, elle a eu une éducation, je dirais d'ailleurs très très proche de celle de Winston Churchill, elle est à la fois anglaise et américaine. Oui. Donc avec une espèce d'espérance américaine, et puis d'enracinement anglais très profond. Eh bien, malgré les tentations qu'elle aurait pu avoir de trouver toujours un meurtrier interlope, comme on dirait, un personnage, le gitan de passage ou l'escroc juif, dont on peut tous en trouver certains exemples dans toute l'histoire anglaise. Mais non, justement, elle résiste vaillamment à toutes ces tentations en disant que, pour le dire
dans les termes du président Mao, les contradictions sont internes. C'est-à-dire qu'en réalité, ce n'est pas de l'extérieur de la société que le meurtre sourd, mais de son intérieur le plus intime, du cœur de la société, des élites, bien sûr. Et dans les élites, eh bien, effectivement, les gens que, naturellement, une différence sociale spontanée conduirait à exempter tout de suite de toute culpabilité, eh bien, c'est là. C'est là que le meurtre se tapit, c'est là qu'il se crée dans des haines finalement inextinguibles de famille ou dans des conflits impossibles à démêler. Alors à cela s'ajoute chez elle une utilisation de l'exotisme qui est tout à fait extraordinaire parce que bon, les Anglais étaient quand même les maîtres d'une partie du monde. D'une grande partie du monde. Ils aimaient les croisières sur le Nil, ils aimaient effectivement l'Égypte, le Moyen-Orient, l'Inde. Alors justement, c'est très intéressant. L'Inde, the jewel of a crown. Elle en parle parfois extérieurement, mais jamais elle n'a mis les pieds en Inde. Oui, jamais elle n'a voulu considérer, et elle méprise évidemment, cette espèce d'arrogance de cette petite bourgeoisie anglaise qui accède finalement au statut de classe dominante et arrogante, précisément en s'asseyant sur les Indiens, dont souvent la culture anglaise d'ailleurs est largement supérieure. On pense à Nehru, qui a inventé pour tous les Anglais « Tryst with Destiny », le rendez-vous avec Alexandre, elle a destin. quand même vécu des traumatismes. Premièrement, la mort précoce de son père avec la crise des années... Incontestablement. Et puis deuxièmement, un divorce auquel elle n'était pas préparée, puisque c'était une femme au fond assez traditionnelle. Archibald Christie, son mari, un héros de la guerre de 14, l'a abandonnée. Et enfin, là aussi, la mort de son frère, revenu de la guerre des bourgs, Bien entendu. Bon, alors, elle a connu des tragédies, elle a essayé d'y faire face comme elle le pouvait, mais ce à quoi elle n'a vraiment pas fait face, ou plus exactement qui a produit un véritable basculement et sa créativité, c'est la trahison de son mari dont elle était évidemment éperdument amoureuse et qui représente justement, et c'est là où nous arrivons à la racine universelle de sa pensée, sa véritable pensée, eh bien, tout ce que la société britannique a fait de bien et de très mal. Alors, expliquez-nous pourquoi. Pilote de chasse, décoré, évidemment, très bien. La Première Guerre mondiale. Oui, évidemment, à partir de là, il a été en mission en Afrique du Sud à un moment tout à fait particulier. On voit bien qu'il a été recruté par les services secrets. Oui. Very good chap, bien entendu. Et alors, c'est là, bien entendu, aussi, qu'il est tombé amoureux de sa secrétaire, qu'il a trahi. Non, c'est pas là, mais enfin, peu importe. Peu importe. Enfin, il a trahi, c'est l'adultère et c'est le divorce. Mais dans ce divorce, eh bien, elle se retrouve finalement avec un homme qui a choisi ce que va être la tragédie personnelle du prince de Galles, le futur Édouard VIII, Peut-être, parce que ça, nous n'avons pas de renseignements de première main. Non, mais moi, j'en ai quand même quelques-uns. Oui. C'est-à-dire qu'Édouard VIII, très tôt, décide que l'Angleterre n'est plus mûre pour une démocratie parlementaire, qu'il faut un système autoritaire. Son amour avec Wallis Simpson et ce recrutement par les nazis, car il est bien entendu un partisan de l'alliance avec Édouard VIII. C'est évidemment la grande tragédie. La voix anti-churchillienne, l'autre voix de l'Angleterre. Bien entendu, le mari d'Agatha Christie, il est de ce côté-là. Oui, mais pas son second mari. Alors, Max Mallowan. Le second, c'est l'inverse. C'est un homme... grand universitaire. Un scholar, voilà. Oui. Élève de Flinders Petrie et de Leonard Woolley, qui eux étaient tous d'ailleurs liés au service secret britannique, et qui ont été, en ce qui concerne Woolley, le grand ami de Lawrence, du colonel Lawrence. Ils étaient tous les deux à camper aux portes de la Palestine pendant la guerre de 14. Bon, c'était en fait les services secrets. Mais... Notre orientation. Oui, mais Mallowan n'a pas été recruté dans les services secrets. Sa mère était juive. Non, ça, on ne le sait pas, Alexandre. Mais si, on le sait. Elle était autrichienne. Non, il n'avait pas la nationalité britannique. Non, Alexandre, vous allez trouver. Ah, qui ça peut être? Non, peu importe. Ah, oui, d'accord. Enfin, bon, mettons que tout ceci est encore un faisceau de présomption. Mais enfin, si elle ne l'était pas, il n'aurait pas été suspect. Non, mais enfin, peu importe. Enfin, c'était un homme de gauche. Oui, et c'est un homme de gauche qui était fanatiquement opposé
à toute la ligne de l'appeasement. Et c'est la raison pour laquelle, sous son influence, Agatha Christie a petit à petit évolué dans une dénonciation de plus en plus résolue de l'appeasement, c'est-à-dire de la politique qui était dominante en Angleterre, celle de Chamberlain, d'entente avec le régime allemand, ce qu'on appelle l'appeasement, l'apaisement. Eh bien, contre l'appeasement, elle a été churchillienne avant l'heure, et attendez, elle est restée. C'est-à-dire que déjà, c'est l'émission, on va quand même entendre cette dernière chose. Le général de Gaulle, dans sa mélancolie, à Londres, qui apprenait l'anglais. Oui, il a aimé beaucoup lire. Mais bien entendu, ce n'est pas un hasard. J'en viens donc à une question très rapide que je vais poser à Marielle. Marielle, c'est à marche forcée. Donc, Agatha Christie a situé, au fond, sa recherche du meurtrier dans la famille. Et effectivement, quand on regarde la totalité de ses romans policiers, il y a beaucoup de maris coupables, mais finalement, c'est toujours le père, la mère, le fils, la fille, le frère. Alors moi, je vais vous poser la question suivante, n'est-ce pas? Est-ce que cette montée du meurtre qu'elle observe, est-ce qu'elle est parallèle à ce qu'ont pu observer pendant cette période, hein? Il ne s'agit pas d'aujourd'hui, les psychanalystes, malaise dans la civilisation, comme a dit Freud. Qu'en pensez-vous, Marielle? Enfin, je pense que les psychanalystes ont plus axé sur le désir de meurtre, puisque Freud a montré que les fils veulent tuer leur père. Bon. Mais il y a une grande différence entre le fantasme de tuer et tuer. Donc, en réalité, les psychanalystes ont plus insisté sur cette partie-là. Le reste est plus le domaine des sociologues. Oui, voilà. Merci, Marie. Alors, François, moi, je vous pose une autre question. Parce qu'au rebours de Nietzsche, n'est-ce pas, qui expliquait qu'il faut toujours préférer la question « qui » à la question « quoi », eh bien, Agatha Christie, elle, au fond, a estimé que on ne pouvait répondre vraiment à la question « qui », c'est-à-dire, au fond, quelle est l'identité d'un meurtrier, qu'en passant par la question « quoi », c'est-à-dire en réfléchissant à la métaphysique du meurtre, en quelque sorte, pour le dire dans notre jargon, à ce qu'est un meurtre. Alors, rapidement, elle explique que, au fond, le meurtre est toujours lié à la trahison, d'abord au mensonge, à l'escroquerie, à la trahison de l'amour, bref, à un refus, n'est-ce pas, et un affaiblissement de la vie. Et quelquefois même, ça c'est dans ses derniers romans, eh bien, à l'amour possessif, qui ne respecte plus l'autre. Alors, qu'est-ce que vous nous diriez sur cette métaphysique du meurtre, François? Alors, puisque vous avez évoqué Nietzsche, je veux quand même rappeler un texte célèbre que je trouve intéressant. Ça s'appelle, c'est bien connu, le blême criminel. Si je me souviens bien, c'est dans le Gai Savoir. Alors, un voleur qui a tué essaye d'expliquer que ce sont les circonstances du vol qui expliquent son geste de meurtre. Mais ce que Nietzsche fait observer, c'est qu'en fait, c'est le goût du sang qu'il n'ose pas s'avouer à lui-même, si on veut, le goût du meurtre qui l'a motivé. Bon, voilà ce que Nietzsche développe. Par ailleurs, lui-même était un masochiste et pas du tout un sadique. Lui-même, Nietzsche, aimait la douleur, mais celle qu'on s'inflige à soi-même un peu. Bon. Enfin, dans une ambiance peut-être qui n'est pas simplement sadomasochisme, mais assez ascétique. Laissons ça. Moi, j'en tire quand même cette idée que moi, ça me révolte un peu de penser que tout le monde saurait meurtrier. C'est ce qu'elle ne dit c'est pas. En chaque, oui, un peu. Non. La guerre, tout le monde. Non, c'est pas du tout sa position. Je l'espère. Sa position, parce qu'elle fait une séparation absolue entre le côté, la victime. Elle prend le parti de la victime et le meurtrier. Non, tout le monde n'est pas meurtrier. Alors voilà, tout le monde n'est pas meurtrier. Alors il y a aussi une orientation de Freud lui-même qui explique que la perversion, en particulier le fétichisme, consiste à ne trouver sa satisfaction sexuelle que dans des actes qui ne le sont pas. Oui. Et donc, je pense que, comme aime le maudit, par exemple, il y a des gens qui ne trouvent de satisfaction sexuelle que quand ils ont réussi à effectuer un meurtre. Enfin, le serial killer en est un cas bien connu, auquel cas la perversion sexuelle coïncide aussi avec une illégalité fondamentale, c'est-à-dire s'appelle un crime. Merci beaucoup. Vous me donnez un très bon relais pour poser ma question à notre ami Alexis Lacroix. Alexis, vous êtes là ?
Bien sûr, chère Blandine. On ne vous entend pas? C'est une émission absolument passionnante. Bon, merci Alexis, merci. Mais alors, donc, au fond, ma question est la suivante. C'est qu'on observe dans les derniers romans d'Agatha Christie une incontestable évolution. Après avoir laissé dans ses premiers romans les victoriens, condamner les édouardiens, n'est-ce pas? Eh bien, à la fin, au fond, on voit apparaître une nouvelle dimension. Quand je parle de l'hôtel Bertram, de la mort qui ne finit pas, de Passagers pour Francfort ou de Némésis, une autre dimension, c'est une dimension, disons, beaucoup plus politique, beaucoup plus sociale, n'est-ce pas? L'individu, c'est de la place au collectif, le psychique au politique, et on passe de la famille à la société. Et alors, que nous dit-elle à ce moment-là? Eh bien, en fait, il y a eu quelque chose une catastrophe en Europe, et que cette catastrophe s'est perpétuée quand l'Europe a cessé d'être fidèle à ce qu'avaient été ses valeurs. N'est-ce pas? Et elle propose au fond de revenir à ces valeurs classiques, dont le noyau, c'est ça qui est intéressant, républicain éthique, est celui de la réforme protestante, retour à la loi et à la justice. Ah, c'est le premier point. Et le second, eh bien, c'est pas seulement, au fond, que ces succès sont liés à l'essor d'un art démocratique, mais que cette blessure que Agatha Christie a repérée, de la montée du meurtre, eh bien, au fond, elle a essayé de le comprendre et de le guérir, parce qu'il y a un aspect consolateur et réparateur qui est très important chez Agatha Christie. Alors, qu'en pensez-vous, Alexis? Eh bien, vous avez, je crois, résumé l'essentiel, on pourrait dire, de la dernière Agatha Christie. C'est ce geste héroïque de réparation d'une culture européenne qui, chère Blandine Kriégel, vous l'avez très bien dit, est en train de s'effondrer. Et il faut dire, plus précisément, face à quoi, face à quel phénomène, face à quel cataclysme historique la culture européenne est en train de s'effondrer lorsque Agatha Christie tente, avec ses moyens, elle, ceux de l'imaginaire littéraire, de la relever. C'est évidemment l'inexorable montée des passions totalitaires dans l'Europe des années 20 et dans l'Europe des années 30, et notamment, bien sûr, cet hitlérisme, ce nazisme, ce national-socialisme, face auquel elle fait levier de la tradition protestante anglaise pour essayer de rétablir une forme d'humanisme dans une Europe qui, très largement, massivement, s'en détourne. Ça explique évidemment le succès qu'elle a rencontré chez des gens comme la reine Mary, n'est-ce pas, mais aussi de Gaulle, n'est-ce pas, le général de Gaulle qui était ses grands lecteurs, et aussi sa longévité, n'est-ce pas, car on lit toujours. Agatha Christie, elle a donné lieu à non seulement des pièces de théâtre, 20 pièces de théâtre qu'elle a faites, mais aussi à des transcriptions dans le domaine du cinéma et des séries télévisées. Et donc, merci à tous. Et la prochaine fois, Arthur Conan Doyle.